Et c'est l'heure de la page sport dans l'émission Le 7-8 avec le retour en plateau de Mickaël Elmidoro. Approchez-vous, Mickaël. N'ayez pas peur de moi. Avec l'actualité de ce week-end niveau sport, c'était ces quarts de finale de la Coupe du Monde de football avec la France. Avec la France qui a brillé, qui a gagné 2-1 face à l'Angleterre. On l'a tous vu, je crois 18 millions de Français ont vu ce match à la télévision. Et il y a eu aussi la victoire du Maroc, un peu plus surprenante la victoire du Maroc. Mais en tout cas, on a pu suivre ces deux exploits dans les Yvelines. Et forcément, il y a eu beaucoup d'ambiance. Un reportage de Mathilde Francoux, de moi et de Mathilde Francoux qui était sur place. Dans deux villes des Yvelines, c'était à Poissy et à Trappes. On regarde tout de suite ce reportage sur la joie des supporters des Bleus et des supporters du Maroc dans les Yvelines. Une Marseillaise pour commencer une nouvelle soirée historique pour le football français. Plusieurs dizaines de supporters des Bleus ont décidé de donner de la voix au forum Armand Peugeot de Poissy lors de ce quart de finale contre l'Angleterre. Puis soudain, à la 17e minute de jeu, Aurélien Tchouaméni rend ivre de bonheur les Pissaquais. Tchouaméni, où il est 1-0, ce sera le score à la pause. On a maîtrisé le ballon, les Anglais ont été un peu dangereux, mais on a réussi à marquer tôt, donc on est plutôt pas mal pour la deuxième mi-temps. Là. Beaucoup d'engagement, après ce qui compte c'est de travailler en équipe, et je crois qu'on a su mettre l'intensité qu'il fallait dans les duels pour pouvoir se projeter vers l'avant et marquer le but qu'il nous faut pour la victoire. Refroidis par l'égalisation anglaise en début de seconde période, les supporters français continuent d'y croire et la libération arrivera à la 78e minute grâce à un but de Giroud. Après quelques frayeurs, les Français sont en demi-finale de la 22e Coupe du Monde. Soulagé, et c'est mérité. Des soldats, on a été combatifs. Si, c'est mérité quand même. Très content, c'était compliqué mais on l'a fait. C'était compliqué mais c'est ce qui rend la Coupe du Monde intéressante à regarder. Mais finalement, ça finit bien. Hein. Harry Kane, il n'a pas l'habitude de louper des pénaux. Il a loupé le péno. C'est parfait. Quelques heures plus tôt, ce sont les supporters marocains qui ont exulté dans ce bar portugais situé près de la mairie de Trappes. Le Maroc s'impose face au Portugal sur le score de 1-0. Direction les demi-finales, une première pour un club africain. Inch'Allah, on va partir, on va remporter la coupe. Je suis très contente, je suis fière d'eux et encore, j'attends la... Vous êtes émus ? Oui. Après une nuit avec des scènes de liesse aux quatre coins du département, supporters français et marocains se retrouveront ce mercredi 14 décembre à 20h pour cette demi-finale déjà historique. Que le meilleur gagne. On est déjà projeté sur cette demi-finale France-Maroc et Poissy va d'ailleurs retransmettre de nouveau le match au forum Armand Peugeot Mickaël. Il sera retransmis aussi dans de nombreux bars yvelinois, on l'imagine. Vous allez le regarder ce match ? Alors je vais le regarder chez moi pour le coup parce qu'on a une petite tradition entre amis. Depuis le début de la compétition, le premier match contre l'Australie, on le regarde tous ensemble. Donc l'idée c'est de faire toute la compétition ensemble et on est un peu superstitieux donc... on est unis jusqu'à la fin. On va faire un petit tour de table auprès de nos invités, Marine Petit et Tanguy Farouja qui sont venus en plateau. Vous allez le regarder ce match ? Est-ce que ça vous intéresse, la Coupe du Monde ? Bien sûr. Marvin ? Bien sûr. On va regarder ça. Moi, ça va être compliqué. Je suis tous les soirs à la salle. Voilà. Il y aura une petite projection quand même organisée ? Non. Même samedi, on était sur un ring. On regardait entre deux échauffements une passe ou deux. Mais on n'a pas pu regarder depuis le début de malheureusement, la période ne prête pas que je puisse regarder un match, malheureusement. Et forcément, on imagine la France favorite dans ce match, puisqu'elle a quand même un statut de championne du monde à défendre. Est-ce que c'est ouvert selon vous ? Quel est votre pronostic, si vous en avez un, Marvin ? Moi j'en ai un, c'est que ça va être dur pour la France aussi. Hein. Ouais. Le Maroc, ils ont des gros joueurs. Et tout le monde a sous-estimé le Maroc jusqu'ici. Et ils sont arrivés en demi-finale. Donc s'ils sont ici, c'est pas pour rien, quoi. Tanguy ? Moi je reste français. Hein. Je reste français, bleu, blanc, rouge. Non, je suis pour la France. Maintenant, c'est vrai que jusqu'à maintenant, elle a fait des exploits, le Maroc. C'est l'outsider qui monte les échelons. J'espère que ça va s'arrêter. L'élimination de l'Espagne, du Portugal. En face de vous, il y a Jean-Pierre Garcin qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Copilote, vous allez participer dans quelques jours à votre 24e Dakar. On va avoir l'occasion d'en parler, mais déjà une petite question sur France-Maroc. Moi, je suis pas passionné de football, mais honnêtement, les grands événements comme ça, je les regarde. Je les regarde avec plaisir et je trouve que cette année, c'est encore plus intéressant, quoi. Il y a du spectacle, il y a du jeu et c'est vrai que j'ai regardé les matchs du Maroc, je les ai trouvés fabuleux.
Donc je n'ai pas de pronostic parce que je me dis que ça sera chaud quand même, quoi. Voilà. Et on va parler du Dakar dans un instant. Un petit prono avant de passer à autre chose. Pour Jean-Pierre Garcin sur le Dakar Non, sur France-Maroc. Sur France-Maroc. France-Maroc, je vais dire 2-0 quand même pour l'équipe de France. Je vois quand même la France l'emporter. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Les Portugais disaient aussi qu'ils allaient l'emporter, donc, et les Espagnols aussi. Donc on ne sait jamais. Bon, moi je ne me prononce pas parce que je suis très mauvais en pronostic. D'habitude, voilà, j'ai tendance à pronostiquer le contraire de ce qui va se passer. Donc je veux porter malheur à personne et je m'abstiendrai de faire un pronostic. On va continuer de parler football. Mickaël, on jouait ce week-end dans les Yvelines avec des températures quand même un peu plus fraîches qu'au Qatar. Oui, dans le championnat de national, le FC Versailles a affronté ce week-end le club historique du Red Star. Et les Versaillais ont réussi à accrocher le Red Star sur sa pelouse. Le score 0-0, classement après 15 journées disputées. Versailles est toujours deuxième du championnat devant son adversaire du jour. On continue avec le championnat de R3, c'est ça ? C'est ça, exactement. Poissy n'arrive pas à enchaîner après une défaite contre Vannes, une victoire contre Vannes le week-end dernier. Les Pissacais ont perdu ce week-end sur le terrain d'Évreux sur le score de 3-1. Au classement, l'AS Poissy redescend à la 3e place du championnat derrière Rouen. Prochain match pour les Yvelinois ce samedi à 18h contre Chartres. Alors je suis un peu perdu, Mickaël. C'est maintenant peut-être qu'on va parler du championnat de Régional 3. Non, c'est ça, pas du tout. C'est ça. On va parler de la Fédérale 2 là. La Fédérale 2 du rugby. On passe du rugby. Voilà, je suis un peu perdu dans mes feuilles. Dans le championnat de Fédérale 2, Plaisir qui veut monter en fin de saison s'est imposé dans la douleur face à Orsay ce dimanche à domicile. Le score 29-21 pour les Plaisirois. Dans l'autre rencontre, Versailles a perdu 30-28 sur sa pelouse contre le leader Le Havre. Au classement, Plaisir est toujours 5e et Versailles est 7e. Et on va parler maintenant de la Régionale 3. La Régionale 3. Il y a une petite erreur, c'est moi qui avais un problème. Parce qu'on parlait de football, on a parlé et là on reparle de nouveau de football. Très bien. Alors dans le championnat de R3, Morpa joué ce week-end sous les températures glaciales contre Saint-Maur-Lusitanos. Et les Yvelinois se sont inclinés 4-2 sur leur terrain, menés à 3-0. Ils avaient pourtant réussi à revenir à 3-2 avec une balle de 3-3. Ils se sont finalement inclinés 4-2 contre Saint-Maur dans les dernières secondes ce dimanche. On écoute le capitaine de l'équipe morpasienne. Ce qui est bien, c'est qu'on a su relever la tête à 3-0 et revenir à 3-2. Donc finalement, l'état d'esprit n'était pas si mauvais que ça. Si on regarde le classement, c'est un mauvais résultat. Après, on est tombé sur une équipe qui n'était pas non plus mauvaise. Maintenant, on avait un petit matelas avant ce match-là. On va voir s'il se réduit encore plus ou si on arrive à creuser l'écart sur les prochains matchs à la rentrée. Merci Mickaël pour cette large page résultat. On continue bien sûr à parler de sport. Avant de parler du Dakar dans un instant, on parle de boxe avec nos invités Marvin Petit et Tanguy Faroudjian. On le disait, Marvin Petit, vous êtes de retour et vous allez être de retour sur les rings prochainement. Mickaël, vous demandez en début d'édition, ça vous manquait la compétition de revenir sur les rings ? Oui, ça manquait énormément parce que j'ai toujours boxé de ma vie. Ça fait exactement 24 ans que je boxe. Donc la boxe, c'est dans le sang, on va dire. Et c'est vrai que j'ai arrêté depuis un moment. J'étais un peu nerveux. Je le voyais, j'étais beaucoup nerveux. Même sur les routes et tout ça, j'étais beaucoup nerveux. Donc là, j'ai repris le sport, donc je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Et je pense revenir très, très fort. Et là, je veux monter de catégorie parce qu'en léger, j'ai battu tous les meilleurs en France. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne pour moi en France. Donc je pense que voilà, aujourd'hui j'avais défié Yvan Mendy qui était mon challenger officiel pour le championnat d'Europe. Et depuis le temps il m'évite, c'est-à-dire qu'en gros il veut pas me rencontrer parce qu'il sait aujourd'hui que s'il me boxe je le mettrai KO, c'est sûr. Et aujourd'hui je veux faire des défis en 66 kg en halter, je veux monter de catégorie en halter, faire des défis en 66 et les mettre KO aussi. Donc qu'est-ce qui vous pousse à revenir ? Vous l'avez dit, c'est le défi finalement. C'est les défis, ouais, j'aime les défis moi. Plus c'est fort, plus j'adore. J'ai toujours mis les gants avec les plus forts que moi. Et on va dire, plus tu mets les gants avec les plus forts, plus tu progresseras. Tanguy Faroudjian, qu'est-ce que vous en pensez de ce retour de Marvin ? Quand je vois, en tant que coach. Moi, quand je le vois sur ce qu'il y a sur le ring actuellement, enfin sans démigrer qui que ce soit, Marvin il a largement sa place. Voilà, que ce soit en Walter, en Super Walter, c'est malheureux à dire parce qu'il vient des légers, mais il peut faire le ménage. Voilà, il a sa place pour faire le ménage. Voilà, il y en a un qui est champion du monde, un Français, IBA, dans une fédération mineure, mais c'est un titre de champion du monde quand même. Marvin, je suis sûr qu'il finit pas devant Marvin. Voilà, je suis sûr qu'il finit pas devant Marvin.
Voilà, un Marvin bien prêt. C'est sûr, si on nous appelle 15 jours avant, ça sera un peu dur. Mais si on nous laisse 2-3 mois de préparation, je suis sûr que Marvin y va avant la limite. Voilà. Est-ce que vous venez aussi pour vos supporters aussi, Marvin? On sait que vous déplacez les foules, on l'a dit tout à l'heure dans cette émission. C'est aussi pour vos supporters que vous faites ça? Je reçois beaucoup de messages sur les réseaux, sur les Instagram, les réseaux Facebook, Snapchat et tout ça. Quand est-ce que je reviens? Il y en a beaucoup depuis 2 ans et demi, on m'envoie toujours des messages. Et je leur ai promis que j'allais revenir. Bon, j'ai pas eu l'occasion parce que avec ma société, j'étais beaucoup pris avec la couverture. Mais aujourd'hui, j'ai envie de revenir et j'ai envie de faire, comme il dit Tanguy, j'ai envie de faire le tri en 66 kilos. Comme ça, j'aurai fait le tri aussi en 66. Et je sais, là, et en ce moment, je me sens beaucoup plus fort qu'avant parce que voilà, j'ai la maturité, j'ai l'expérience. Et je sais que maintenant, j'ai l'entraînement sérieux qui est derrière. Votre bilan, c'est 25 victoires, 1 nul, 2 défaites, c'est bien ça, Tanguy le disait, avec de l'entraînement, avec beaucoup de préparation. Attends, je te dis bien, oui. deux défaites, une défaite devant Yvan Mendy qui a fait bien sûr les championnats d'Europe, les championnats du monde, qui était serré, et une défaite où on m'a volé en Belgique pour le championnat d'Europe. Ouais. Donc pour la précision, et du coup vous avez le sentiment que vous pouvez aller chercher un titre mondial avec la préparation nécessaire. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. En fait, il faut mettre en place une structure. Aujourd'hui, on va plus faire ça à l'aveuglette. On va mettre une structure et faire un camp de préparation à 100%. Vous donnez combien de temps pour peut-être aller chercher ce titre? Pour aller chercher ce titre de champion du monde, peut-être juin, si on me propose le combat. Mais aujourd'hui, en fait, moi, on me propose jamais. On me propose pas parce que aujourd'hui, vous n'avez pas de combat programmé. Pour l'instant, là, j'ai pas de combat programmé. On m'a proposé là des contrats, on m'a appelé pour boxer. Et on m'a proposé, comme Tanguy avait dit, un titre mondial pour un championnat du monde pour juin. Donc du coup, moi je suis partant. Le mois de juin, Tanguy Farouja pour un titre mondial, c'est jouable? C'est jouable, on va voir. Ça dépend comment il va revenir, parce qu'il va rester 3 ans sans rien faire. Ouais. Mais tout est jouable. Est-ce que les séances vont être plus dures peut-être dans les prochaines semaines? Le plus dur, c'est de revenir. Le plus dur, c'est de revenir. Une fois qu'il aura fait son premier combat de retour, ça y est, la machine sera mise en place. Il n'y aura plus qu'à ajuster les 2-3 trucs. Et si c'est pas au mois de juin, ça sera peut-être à la rentrée. Mais il y a le championnat du monde, c'est une question de... Quand je vois, il est capable d'être champion du monde. Et toute la préparation va se faire à Elancourt, Marvin? Pour l'instant, on va se faire à Elancourt. Toutes ces préparations, après on verra au niveau des sparring et Tanguy. On programmera ça. Moi, ce que je veux, c'est les meilleurs sparring. Et je veux pas des sparring, on va dire, qui sont en dessous de moi. Je veux des sparring qui est beaucoup plus dur que moi et que je me sens en difficulté et que je sais que je peux surmonter ça. En tout cas, merci Marvin Totti, merci Tanguy Farouja. Et on va suivre bien sûr avec attention la suite de votre carrière. On vous souhaite bien sûr le titre mondial. Pourquoi pas en juin? On va suivre ça bien sûr avec attention. On fera un hommage à Djibril. Merci d'être venus tous les deux en plateau et on continue de parler sport avec vous, Jean-Pierre Garcin. Et je le disais, alors le 31 décembre prochain, vous allez prendre le départ du Rallye Raid Dakar 2023, une course qui sera organisée jusqu'au 15 janvier et ce sera votre 24e participation en tant que copilote. Pourquoi ça vous plaît tant cette course du Dakar? C'est une rencontre. Le premier Dakar, ça a été par hasard. Et après, c'est la passion, quoi. Tous les ans, on y va et à chaque fois, on revient et on se pose même pas de questions, quoi. Même là, je commence à être vieux et je me pose pas de questions. Je repense toujours à repartir l'année d'après. Donc, on structure notre année en vérité par rapport à cet événement et on cherche quelque chose à faire, voilà. Et là, cette année, je choisis un peu un défi. Je pars avec une équipe chinoise, avec un pilote chinois. Ça s'appelle Guoyu Zhang. Voilà, c'est ça, que je connais parce que j'ai fait quelques courses en Chine. Et c'est la communication qui sera le plus dur. Mais ça sera pas la première fois que je roule avec un pilote chinois. Et en fin de compte, 40 mots nous suffisent à peu près pour. Alors c'est sûr qu'on peut pas se raconter notre vie. Même maintenant, il y a des super traducteurs. Donc dans la voiture, je suis sûr qu'en liaison, etc., il me racontera sa vie. Je suis pas inquiet. Mais avec 40 mots, on va se débrouiller. Voilà. Alors depuis 2 mois, là, il s'est mis à apprendre l'anglais parce que. Donc ça sera en anglais du coup. Ah, ça sera en anglais. Oui, ça sera en anglais. Le roadbook, de toute façon, est en anglais. Quoi. Toutes les infos que je donne, moi, elles sont en anglais. Hein, donc c'est pas trop le problème, quoi.
J'espère qu'il les a apprises. Malheureusement, avec le problème des Covid encore chez eux, ils ont du mal à se déplacer, même c'est très difficile. Donc on ne s'est pas rencontrés encore cette année. On va se rencontrer le 27 décembre ou le 28 décembre. Donc la préparation est un peu spéciale finalement, à distance. Ouais, à distance quoi, voilà, à distance. Mais c'est des gens que j'aime bien, honnêtement. C'est des gens que je connais, pour qui j'ai déjà travaillé. Voilà, c'est lui qui m'a fait un appel du pied. Ça sera son 3e Dakar. C'est un jeune. Hein. Je sais même pas quel âge il a, honnêtement. Mais je suis pas inquiète du tout, quoi. Voilà, c'est un bon pilote chinois, quoi. En tout cas, quoi. C'est quelqu'un qui a une bonne valeur. Et son premier Dakar, il avait fini 14e. Donc voilà. Et on voit la voiture dans laquelle vous avez participé. Un mot sur cette voiture, c'est une bonne voiture ? Ouais, c'est une très bonne voiture. Ouais. Alors c'est un constructeur chinois qui vient petit à petit de plus en plus officiellement, quoi. Et c'est une très bonne voiture. Ouais, c'est une voiture. On peut raisonnablement penser qu'on va rentrer entre 10 et 15 quoi, à la fin du Dakar, si tout va bien. Quoi. Voilà, donc ça serait... J'aimerais bien qu'il fasse une meilleure place avec moi que ce qu'il a fait. Déjà, ce serait valorisant. Et puis, pourquoi pas avancer, parce qu'il y a eu la création d'un championnat du monde l'année dernière, d'un vrai championnat du monde FIA, avec ASO, le promoteur. Et ça donne un peu de dynamique dans la discipline. Bon, alors ça serait bien que les gens suivent, parce que ça se fait pas sans constructeur, ça se fait pas sans concurrent. Il y a 5 courses l'année prochaine. Il y en aura une à Dubaï, une au Mexique, une en Argentine et une au Maroc, avec le Dakar. Et le Dakar, c'est la première épreuve de ce fameux championnat. Donc ça serait bien que tout le monde s'investisse. Bon, alors même c'est pas facile, hein, mais aujourd'hui, mais non, il faut y croire, quoi. Voilà. Donc on va commencer par le Dakar. Votre meilleure performance, c'est 6e du Dakar. Est-ce que vous pouvez peut-être dans un futur proche être sur le podium, je sais pas. Moi, je peux l'imaginer. Alors non, parce que moi je suis plus proche de la retraite que du début, mais c'est pas très grave. Non, les gens, heureusement, il y a des jeunes qui sont arrivés, qui sont performants, et il y en a qui poussent, et c'est très bien, quoi. Franchement, voilà. Non, moi je vais rester à essayer de rester entre 10 et 20, ça sera très bien. Et puis voilà. Mais bon, si j'ai pas j'avais commencé à travailler pour l'organisation du Silkway Rally, qui était un rallye en Russie, où on allait en Chine, tout ça. Ça fait 2 ans que je travaillais, malheureusement, avec les événements, tout s'est arrêté. Je cherche un moyen de continuer, différemment. Mais bon, aujourd'hui, je suis encore en forme, je vais à la pêche, j'ai encore envie de faire copilote. Je me pose pas de questions. Mais justement, qu'est-ce qu'un bon copilote ? Quelles sont ses missions ? Que doit-il faire ? Un bon copilote, en gros, tout le monde se perd. Voilà. Hein. On se retrouve le plus facilement. C'est plus celui qui se retrouve le plus facilement qui est le meilleur. Voilà. Tout le monde se perd parce que les informations, en plus maintenant, on a les informations en flash, instantanées, parce qu'on a une tablette et on n'a pas d'informations, on peut pas préparer avant le parcours, on ne peut pas voir notre roadbook. C'est 100 mètres avant le départ, notre tablette s'allume avec le roadbook, et le roadbook va défiler toute la journée. C'est un peu notre bible, hein. Moi j'ai lu le roadbook et j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà. Et donc quand on se perd, c'est de récupérer rapidement. Et c'est là, heureusement, c'est pour les vieux comme moi, c'est beaucoup d'expérience. Moi j'ai fait des centaines de milliers de kilomètres dans le désert, et le désert, qu'il soit en Chine, en Arabie Saoudite, sur différents pays, là c'est en Arabie Saoudite, mais c'est toujours le même quasiment, hein. Les couleurs sont les mêmes, les difficultés sont les mêmes, donc voilà, c'est la chance où là, cette discipline permet à des personnes un petit peu âgées de continuer à matcher, quoi. Voilà, parce que c'est pas, et au contraire, un jeune il met beaucoup de temps à acquérir l'expérience. Et bon, il faut passer par là, quoi. Et dans l'organisation, il y a une évolution au niveau de l'organisation du Dakar. Vous avez peut-être des informations au dernier moment. Non, c'est de plus en plus professionnel, l'organisation. Pour éviter le facteur triche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trichaient, pour éviter le facteur triche, David Castéral, nouveau directeur du Dakar depuis 3 ans, a instauré tout ça, justement, ces outils, la tablette, les informations de dernière minute. On a de moins en moins d'informations, donc on prépare de moins en moins de choses, en vérité, quoi. Mais c'est bien parce qu'on a supprimé, on essaye de supprimer le maximum de triche, quoi. Une dernière question, donc l'épreuve en Arabie Saoudite encore cette année, quels sont les pièges à éviter ? Quels sont les secteurs les plus difficiles ? Alors, comme d'habitude, ça sera la 2e semaine. Et cette année, on va dans une zone qu'ils appellent le Empty Quarter, qui est le long de Oman, de la frontière, où c'est un océan de dunes, de sable. Donc on va se taper 5 journées de sable. Et quand on voit la longueur des étapes qui sont très courtes, c'est-à-dire des étapes avec 200 km, tout ça, ça veut dire que c'est très dur. Voilà. On a vu des photos, des reconnaissances et tout. On sait que ça va être très dur. Après, malheureusement, nous, on passe au mois de janvier. Au mois de janvier, il fait plus frais.
il y a des risques de petites pluies, donc le sable se comporte différemment, tandis que les gens qui font le parcours passent au mois de septembre, octobre, et il fait encore très chaud. Moi, j'y étais il y a 3 semaines, il fait encore 30-35 degrés, quoi. Donc nous, peut-être qu'on verra, Inch'Allah, comme on dit, hein, mais bon. Merci Jean-Pierre Garcin, et on le rappelle, le départ du Dakar 2023, c'est le 31 décembre prochain, et vous allez vous participer pour la 24e fois au rallye Raid Dakar. On termine avec une dernière information, Mickaël, une dernière information sportive. Il y avait du floorball ce week-end à Buc. Est-ce que vous connaissez le floorball, Grégory? Personnellement, non. Autour de cette table, vous connaissez le floorball? Bah non, Jean-Pierre Garcin, oui, il y a ball, donc on imagine que c'est un sport de balle. Voilà. Ça ressemble plus ou moins à du hockey sur glace, mais sans patins, voilà, dans un gymnase. Un tournoi de 3e division était organisé dans la commune de Buc, l'occasion de découvrir ce sport venu des pays nordiques. Un reportage de Gabriel Gontier. Un match de hockey sur glace, mais dans un gymnase et sans patins. Ce dimanche, les équipes de floorball de Division 3 de Buc et d'Amiens s'affrontaient lors d'un grand championnat. L'objectif de ce sport collectif, mettre la balle dans le camp adverse grâce à une crosse. Aujourd'hui, à Buc, c'est un match de championnat. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 5 à 6 rencontres par an où différentes équipes se réunissent pour faire un match qui va compter pour le championnat de Détroit de France. Née en Suède, la discipline est apparue à Buc il y a une quinzaine d'années, importée par une entreprise suédoise. Les Jets à Buc, ça a commencé il y a pas mal de temps, pour vous dire, il y a une quinzaine d'années, avec Ericsson, l'entreprise Ericsson. Il y avait pas mal de Suédois qui venaient en France en expat, et les Suédois, ce sont des fans de floorball, et ils ont commencé à jouer en fait dans les locaux d'Ericsson le soir, et ils ont vite cherché à trouver un gymnase qu'ils ont trouvé à Buc. Et c'est là que tout a commencé pour notre club. Les Jets de Buc sont le seul club de floorball présent dans les Yvelines, un club en pleine évolution. C'est un sport déjà qui progresse en France, beaucoup, dans de plus en plus de villes. Et à Buc aussi, notre section jeune est pleine, elle a ouvert il y a 3 ans et elle est pleine depuis 3 ans. Au total, ils sont une 50aine de licenciés à pratiquer la discipline à Buc. Ce dimanche, les Jets se sont imposés face à Amiens, 4-2. Voilà pour cette découverte du floorball. Merci Mickaël pour toutes ces précisions. Demain, vous prendrez ma place pour la présentation du 7-8 et on parlera de nouveau de sport avec la diagonale des Yvelines. C'est ça, la Diag 78. C'est une diagonale, une course à pied, un trail qui traversera le département du nord au sud. Et forcément, là aussi, il faut beaucoup de cardio, comme on a pu le voir dans le reportage précédent. Le floorball, c'est cardio, mais le trail, c'est aussi cardio.